On n'a pas... Ouais, messieurs, dames, on va commencer tout de suite, on va continuer tout de suite avec notre séance sur engagement et littérature. Moi, je suis Rand Hoffman, je suis collègue, je suis maître de conférence au département d'études françaises. Et je suis très heureux de présider cette séance extrêmement importante, il me semble, sur engagement et littérature. Vous avez peut-être remarqué qu'on a beaucoup de littéraires ici parmi nos intervenants. Ce qui pourrait être surprenant. Pourquoi des littéraires sur l'affaire Dreyfus qui pourrait être analysée comme quelque chose d'historique? Eh bien, est-ce que c'est le hasard si c'était Émile Zola, un littéraire, qui a publié J'accuse et qui a justement lancé ce processus à la fin de laquelle Dreyfus a été acquitté? Et c'est exactement cette question qu'on va se poser, qu'on se pose dans ce colloque. Et je suis heureux de présenter d'abord... Nous avons ici des intervenants très distingués de la Sorbonne. Et d'abord, je vais présenter Didier Alexandre. Didier Alexandre est professeur à l'Université de Paris 4, Sorbonne, où il enseigne la littérature française du XXe siècle. Il dirige une équipe du Centre d'études de la langue et de la littérature française au CNRS et le laboratoire d'excellence observatoire de la vie littéraire. Spécialiste de Paul Claudel, auquel il a consacré deux études, il a dirigé l'édition du théâtre dans la bibliothèque de la Pléiade, de volume 2011. Ses recherches portent également sur la poésie française du XXe siècle, Apollinaire, Charles, Michaud, ainsi que sur le roman et le récit de 1945 à nos jours. Ses travaux actuels sont consacrés à l'histoire de la littérature dans ses rapports aux institutions. Il va nous parler d'André Suarez et l'affaire Dreyfus. Merci beaucoup. Bien. Avant de commencer, j'aimerais d'abord remercier l'Université de Tel Aviv et en particulier, évidemment, le Centre de recherche Cantor, le département d'études françaises, qui ont bien voulu nous associer à l'organisation de ce colloque. Je remercie en particulier Michel Carr, évidemment, et aussi Dina Porat pour leur accueil, pour leur aide. C'était une association, mais en fait, une association comme on les aime, parce que tout le travail a été fait quasiment par Michel et nous n'avions, nous, qu'à prendre l'avion et à répondre à l'invitation. Oui. Alors, je vais vous parler d'André Suarez face à l'affaire Dreyfus. Il est fort probable que beaucoup parmi vous ignorent jusqu'à l'existence d'André Suarez. Et on peut être surpris aussi de l'existence de ces textes sur lesquels je vais revenir. En effet, lorsqu'il envoie des lettres à Peggy, par exemple, Peggy dont on sait quelle part il a prise dans l'affaire Dreyfus, jamais une seule fois M. Suarez n'évoque l'affaire Dreyfus et jamais Peggy n'évoque l'affaire Dreyfus. De même, lorsqu'il correspond avec Claudel dans les années qui suivent l'affaire Dreyfus, ou même pendant la fin de l'affaire Dreyfus, jamais les deux écrivains n'évoquent l'affaire. Dans la monumentale correspondance de Suarez avec Jacques Doucet, alors Jacques Doucet, c'est un couturier français, fondateur de la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, qui est un monument de conservation actuel en France. Jamais non plus l'affaire Dreyfus n'est évoquée. J'arrêterai là, en fait, les correspondances, sauf peut-être évoquer la correspondance avec Potcher, qui est à ce jour inédite, où il y a une seule lettre qui évoque l'affaire Dreyfus. Et à ce moment-là, Suarez se fâche avec Potcher. Ils resteront fâchés pendant de très nombreuses années jusqu'à ce que le fils de Potcher soit tué à la Première Guerre mondiale et que Suarez retrouve à son égard des sentiments d'humanité. Or, précisément, la dispute a pour objet l'affaire Dreyfus. En effet, Potcher est anti-dreyfusard, au contraire, Suarez est dreyfusard. C'est en 1899 qu'André Suarez publie chez Ollendorff, puis en 1900, 3 lettres à compte d'auteur
sous le titre générique « Lettres d'un solitaire sur les mots du temps ». À ces 3 lettres, il faut en ajouter 2 autres, une autre qui a été publiée je ne sais pas où, et une autre qui est restée inédite. La première est datée du 3 janvier 1899, elle est intitulée « Barès ». La seconde, datée du 23 janvier 1999, est intitulée « Jules Lemaître ». La troisième, datée du 3 février 1899, a pour titre « Sur la soi-disant Ligue de la Patrie ». La quatrième, écrite en mars 1899, affirme ce principe que le véritable honneur est dans la vérité. La cinquième lettre, sur l'honneur de l'armée, datée du 7 mars 1899, n'a pas été publiée par Suarez. Alors cette dernière lettre était signée lieutenant X. Suarez écrivait alors à l'époque des chroniques dans la Revue des Deux Mondes qu'il signait avec son frère qui était officier de marine, et qu'il signait lieutenant X. Et par ailleurs, les autres lettres sont des lettres aussi où Suarez adopte un autre nom que le sien. Elles sont signées André de Céips, c'est-à-dire André de soi-même. Alors, tous ces détails appellent évidemment quelques commentaires préliminaires. À mon avis, les lettres sont antidatées. Bon, je ne vais pas en faire la démonstration maintenant, c'est de la pure philologie, et je crois que ce n'est pas la place ici. Par contre, le genre de la lettre publique est intéressant. Il rappelle évidemment la lettre ouverte au président de la République de Zola et les lettres qui viennent d'être évoquées, qui ont précédé. Lettres qui étaient devenues, par la volonté de Clémenceau, l'article « J'accuse » de l'Aurore. Avec ce type de texte, Suarez peut attaquer publiquement la Ligue de la patrie française. En particulier Maurice Barrès, ancien député, évidemment écrivain de renom, fort probablement le plus grand écrivain de la fin du siècle, membre du comité de la Ligue de la patrie française, il était délégué du bureau. Jules Lemaître, membre de l'Académie française, critique littéraire notoire, il règne en maître en particulier sur la critique théâtrale, qui est le président de la Ligue. Enfin, François Copé, que l'on a évoqué tout à l'heure, François Copé, qui est le président d'honneur de la Ligue. La Ligue a été créée en 1899, précisément au moment où Suarez écrit ses lettres, et le retentissement qu'elle a eu, alors qu'il ne faut peut-être pas trop exagérer, est tout de même assez fort, jusqu'aux années 1902 à peu près. Dans cet engagement au cœur de l'actualité, Suarez va droit au but. Son écriture, on va le voir très rapidement évidemment, c'est une écriture de combat. Et Suarez insiste sur l'imposture, le mensonge, l'injustice, la corruption des institutions de l'État, la menace qui pèse sur la France et sur la République, enfin sur la question de l'antisémitisme, évidemment. Il reprend les idées centrales de la patrie française, la défense de la patrie et de l'armée, dont il combat l'argumentaire point par point, pour leur opposer des valeurs essentielles, universelles, la vérité, la justice, l'honneur. Ce faisant, il affronte les auteurs de la Ligue pour mettre constamment en défaut et en contradiction leurs discours et leurs actes. C'est ainsi que la Ligue de la patrie française et les gens de lettres qui la dirigent, et j'insiste, les gens de lettres qui la dirigent, apparaît comme la responsable de ce que Suarez appelle les maux du temps. Et j'attire votre attention sur cette expression qui doit nous arrêter. En fait, l'expression est couramment utilisée dans le discours religieux, dans le discours catholique, en particulier dans les circulaires destinés au clergé, qui ont pour fonction de fixer les interventions pastorales. On voit ainsi combien Suarez adopte délibérément une position d'autorité, une position forte de dogmes sur lesquels je reviendrai évidemment, qu'il réaffirme. Il reste toutefois à comprendre pourquoi Suarez, si engagé par ses pamphlets, choisit de demeurer anonyme. Lui qui, en cette année 1899, est un écrivain méconnu, ignoré, un solitaire, il le dit lui-même, lettre d'un solitaire, un solitaire en butte aux gens de lettres. Alors, bon, pour répondre à cette question de laquelle je partirai, on pourrait toujours se dire que l'usage du pseudonyme est de règle dans l'affaire. On a vu que de nombreux textes, en fait, sont publiés sous des pseudonymes. Il se comprend donc
à la lecture du contexte. Mais il se comprend aussi à la lecture de ces lettres, dont la violence, qui est mise au service d'une cause juste, pouvait dérouter les lecteurs. Cette violence vient d'un écrivain inconnu et elle s'exerce, j'insiste là-dessus, sur des écrivains reconnus et établis, François Coppée, évidemment, mais aussi Jules Lemaître, qui est académicien, et enfin, évidemment, Maurice Barrès. Alors cette violence est verbale, profondément rhétorique. En fait, on a l'impression que Suarez, dans ses lettres, plaide véritablement dans un procès, qui serait le procès, non pas de Dreyfus, évidemment, mais le procès des gens de la Ligue. Le style, le genre rhétorique, je dirais, c'est le genre délibératif et aussi le genre épileptique à travers le blâme. C'est surtout sur ce point que j'aimerais insister. Pour commencer, nous sommes face à une écriture du blâme, une écriture véritablement adaptée au combat. Alors, quand on prend les textes, on est tout de même très surpris par l'allure vraiment rhétorique, voire verbeuse de ces textes. Suarez multiplie antithèses, hyperboles, personnifications, et surtout il use de l'ironie constamment, de l'ironie qui renvoie au contexte et qui renvoie même aux écrits de Jules Lemaître et de Maurice Barrès. Voici un exemple de cette rhétorique, je n'en donnerai pas beaucoup, mais c'est pour vous donner tout de même une idée de ce que sont ces textes. Il y a deux armées, la leur qui se passe d'honneur et réclame le respect, et celle à qui ils prétendent enlever l'honneur en lui ôtant le respect. Des deux, vous, le maître, et vos amis, triomphez d'avoir choisi celle qui triomphe. Mais son humiliation, peut-être, vous humiliera. Il ne faut pas faire de choix coupable là où personne n'a plus le choix. Vous ne l'aviez plus. Si la vérité reste obscure, le mensonge s'est avoué. C'est un aveu de poids qu'un cadavre. Il s'est mis dans la balance. Le plateau est décidément trop lourd de l'iniquité. Vous ne le relèverez point sans briser le fléau de l'État. C'est ce que vous nommez rétablir l'ordre. En fait, ce que veut surtout mettre en évidence Suarez, c'est que l'argumentaire utilisé par les gens de la Ligue, et donc par en particulier Jules Lemaître et Maurice Barrès qui soutiennent les anti-Dreyfusards, c'est évidemment un argumentaire absurde. Et il insiste sur cette absurdité. Le second point que j'aimerais mettre en évidence, c'est en fait l'usage ici de registres littéraires, tout à fait d'ailleurs banal dans la littérature française, qui visent à déconstruire totalement ce qui pourrait apparaître comme une forme d'héroïsme de droite. En effet, Suarez recourt constamment à un registre bas, à un registre du corps en particulier, pour montrer la faiblesse. Il utilise plusieurs fois le mot à l'égard de Barrès. Il écrit « Vous êtes faible, Barrès, vous êtes incapable de déshonneur, vous n'êtes même pas capable de crimes, ni des plus grands, ni des moindres. » Donc il utilise ce registre du corps véritablement pour déconstruire l'héroïsme des gens de droite. Voici ce qu'il écrit de Barrès et de sa posture d'écriture. Que les morts restent avec les morts, qu'ils s'enferment dans le tombeau pour parler d'autres tombes, et qu'on scelle la pierre sur leurs dépouilles, car elle sent. Cette odeur empeste toute vie. Il n'y a rien que l'action et la force méprisent plus que cette odeur. Chateaubriand du moins est non réduit en son talent de 3 parts sur 4, avant de porter l'ennui et le mauvais parfum de son cadavre dans la vie, lui a livré sa fleur et sa force. Il n'est de bonne odeur que de la force. Elle ne se perd point. La puissance est comme un héros dont la peau exhalait une senteur délicieuse. Alexandre le Grand est bien mort. Ce mélange d'érudition, vous avez ici la référence au Lazare de l'Évangile, et aussi, vous savez, la formule Iam Foetet, et aussi la référence à la vie d'Alexandre le Grand de Plutarque. Donc ce mélange d'érudition et de poncif, l'odeur de sainteté, vous voyez, oppose les valeurs hautes et nobles et les valeurs basses, celles des anti-héros en quelque sorte, sans force et sans courage de la Ligue.
L'accusation de faiblesse ressurgit donc au détour de ces pages. Elle est lancée contre Barrès, contre le maître, contre Copé, systématiquement, pour mieux affirmer leur ridicule. Là où en veut venir Suarez, c'est que, au fond, les gens de la Ligue transforment en un véritable carnaval caricatural de la vraie vie politique, donc transforment la vie politique en ce carnaval. Par exemple, il est écrit de Barrès et de Copé que ce sont des Gilles de foire, c'est-à-dire des niais dangereux, proches de la folie et de la tartufferie. De même, lorsque Suarez évoque les liens qui existent entre Quesnay de Beaurepaire, le président de la Chambre civile de la Cour de cassation, qui réfuta le bien fondé de la révision du procès de Dreyfus, donc évoque cette complicité de Quesnay de Beaurepaire et de Jules Lemaître. Il est amené à caricaturer, comme on pourrait le faire dans une caricature dessinée, le statut d'académicien. En effet, je vous rappelle qu'un académicien a la qualité d'immortel et qu'il a une épée tout à fait symbolique. Voici comment Suarez le présente, et le voilà grand justicier. Tout est permis avant le mercredi des cendres. Alors je vous rappelle qu'avant le mercredi des cendres, c'est le mardi gras, c'est-à-dire le jour du carnaval. Xanthias s'affuble de la robe rouge, du glaive et des balances. Le maître qui tient l'épée de la France lui fait accueil. Il va le prendre par la main. Et voilà où le vieil homme reparaît, immortel comme il doit être. Pensez-vous qu'il salue dans Minos, le sombre substitut de Pluton? Croyez-vous qu'il va rappeler les grandes robes rouges qui relièrent la foi dans le sang? Quel nom va-t-il lui donner? Mollet, Lamoignon, Aguesseau. Il a trouvé mieux. Je vous salue, dit-il, mademoiselle Lucie Herpin. Et le farouche justicier n'est plus qu'un bas bleu. Alors je vous rappelle aussi que Quesnay de Beaurepaire signait des romans pour femmes d'un pseudonyme féminin, Lucie Herpin. Enfin, un dernier exemple de ce carnaval et de cette caricature, c'est évidemment le fait que Suarez insiste sur la métaphore du jeu qui s'exerce contre l'esprit de sérieux. Qu'est-ce que c'est que l'affaire Dreyfus? En fait, c'est une scène de théâtre où on joue la comédie du devoir, du respect, écrit Suarez, la comédie de la vraie vie, et où triomphe l'imposteur. La notion d'imposteur et d'imposture revient de manière récurrente dans ces textes. Elle est centrale, comme elle sera centrale dans l'histoire de l'engagement. En effet, Sartre en fera un profond usage, mais aussi, évidemment, Julien Binda dans la définition du clerc qu'il donnera à la fin des années 20. Or, Suarez écrit « Toutes les impostures et toutes les violences du monde ne peuvent rien contre la vérité. Toutes les violences de la terre peuvent bien se liguer contre ceux qui disent la vérité. Ils seront égorgés, mais la vérité ne le sera point. » Alors cet art de la caricature répond, il ne faut pas en douter, aux caricatures anti-dreyfusardes qui envahissent la presse. Suarez, du reste, cite le nom de Jean-Louis Forin, qui a été cité ce matin par Robert Wirstrich. Donc, Forin qui publia de nombreux dessins antisémites dans la presse et aussi qui est plusieurs fois cité par Barrès, par exemple. Suarez est ainsi amené constamment à retourner contre les auteurs de la Ligue leur propre argumentation. Pierre Glaude évoquait tout à l'heure le contexte décadent. Bon, il est évident que le contexte de la littérature décadent est très présent dans cette littérature suscitée par l'affaire Dreyfus. L'imaginaire décadent du cadavre, de la putréfaction, de la ruine, de la tombe, ou encore du verre, est très présent dans le texte de Suarez. En fait, on en comprend sa présence que comme une réponse, évidemment, tout d'abord à Barrès lui-même, auteur décadent, mais aussi, évidemment, à l'argumentaire de la terre et les morts, une conférence faite par Barrès en 1899 pour, précisément, l'inauguration, en quelque sorte, de la Ligue de la patrie. Or, on sait très bien que dans cet argumentaire, Barrès veut que, précisément, ce soit les morts qui fondent une véritable tradition dont on s'autorise pour être français national.
On voit déjà quelle place, évidemment, la question de l'antisémitisme occupe dans cela. Mais ce n'est pas l'unique argument que va utiliser Suarez. Il entre vraiment dans le détail. Par exemple, dans la même conférence « La Terre et les morts », Barrès utilise la métaphore chirurgicale de l'ablation de la partie malsaine d'un corps pour justifier de la guérison possible de l'État français. Évidemment, l'ablation de cette partie malsaine, c'est en particulier, mais pas uniquement, il faut insister là-dessus, la part juive de la société française. Ce qui est soin chez l'auteur de La Terre des morts devient en fait inoculation répétée du mal aux parties demeurées saines du corps, chez Suarez. Enfin, dernier exemple, Barrès voit dans les Dreyfusards et dans l'affaire Dreyfus une cause d'anarchie de la société française et surtout de l'État français. Au contraire, Suarez va constamment retourner cet argument d'anarchie contre Barrès lui-même et contre le maître. Il écrit par exemple de Barrès « L'esprit de Barrès est anarchique. Il l'a été dès le début. Il ne l'est jamais plus que contre l'anarchie. Il combat l'anarchie en anarchiste. Il n'a d'ordre ni dans les pensées ni dans les sentiments. Tout son ordre est dans les mots, un prodige d'anarchie. C'est lui qui exprime dans leur ordre des idées désordonnées. Il soutient l'État de la même manière qu'on le sape. Il croit lui porter de l'aide et il lui porte des coups. Son esprit est si anarchique qu'il ne s'entend pas lui-même. » Alors on voit évidemment se dessiner derrière tout ce montage rhétorique et cette polémique véritablement menée contre les écrivains de la Ligue, on voit évidemment se dessiner un argumentaire beaucoup plus profond, et c'est à ce point que j'aimerais en passer maintenant. Alors vous avez vu, Suarez, d'abord un style très rhétorique, nourri en fait de culture classique. Il est passé à l'école normale supérieure, Suarez traduit le grec et le latin à la lecture, c'est un helléniste et un latiniste profond. Et vraiment qui pratique cela au quotidien. En particulier, ces lettres rappellent beaucoup les catilinaires de Cicéron. Mais au-delà, en fait, Suarez va utiliser sa culture pour véritablement penser l'affaire Dreyfus dans une histoire des grands scandales de l'histoire de France. Suarez compare le procès de Dreyfus, premièrement, au procès d'Échille contre Euripide et contre Athènes dans les grenouilles d'Aristophane. La seconde comparaison qui vient souvent sous sa plume, c'est celle des auteurs de la Ligue avec les sophistes de la cité grecque. Enfin, il aligne, selon une même perspective, Jules Lemaître et Bossuet, les écrits de Lemaître et l'histoire des variations des églises protestantes, le procès de Dreyfus et la révocation de l'édit de Nantes. Tous ces exemples, en fait, disent bien une menace pour la France et la démocratie française. Si dans les sophistes s'oppose une forme de pensée nominaliste qui tire sa force de la seule affirmation, il s'oppose donc le nominalisme à une vérité rationnelle qui présuppose des idées et des essences. Dans la référence à Athènes s'oppose l'amour de la République et l'amour de soi. Et dans la référence aux persécutions des protestants s'oppose un pouvoir autoritaire et des minorités persécutées. Suarez construit ainsi un idéal républicain qui tire sa force de valeurs universelles reposant sur la raison et qui rejette les dérives partisanes fondées sur la seule puissance de la parole. Ces universels, ce sont la justice, la vérité, la probité, l'honneur, et non ceux qui les servent, évidemment les hommes de la justice ou les officiers de l'armée. Il y a donc un engagement de Suarez pour Dreyfus qui se fait au nom des universels, un peu à la manière dont Benda définira son propre engagement dans les années qui suivent, à la différence de Sartre qui pensera l'engagement véritablement en situation. Que devient Dreyfus dans ce contexte ? Premièrement, me semble-t-il, Dreyfus devient un véritable symbole, mais avant tout un symbole de la République, une incarnation de la Révolution et de ses principes. Suarez va même plus loin, puisque la France est constamment personnifiée dans son texte, féminisée.
Il réintroduit ainsi l'image d'une France qui réunit dans un corps et une âme un idéal humaniste et progressiste et la promesse d'un monde nouveau. La figure de la Vierge Marie symbolise cette France qui porte le message de la Révolution, une figure populaire s'il en est, une figure indissociable du peuple français qui sait reconnaître, selon Suarez, l'imposture. Voici le texte, je vais vous le lire parce qu'il est très intéressant. Le monde entier est dans la corruption et la maladie. La France est la plus malade parce qu'elle est la plus sensible et la mère entre les nations. Elle porte ce monde nouveau qui bat dans son sein et qui veut naître. À qui tant de ténèbres et de peste, dont elle a les entrailles pleines, font une barrière corrompue. Allez visiter cette femme, portez-lui des soins, l'aide de votre tendresse et surtout de votre santé propre. Car c'est le plus doux et calme regard d'Élisabeth sur le seuil qui encourage la Vierge au-delà de toute parole. Cette douceur prudente a la vraie force. Et votre ligue, au contraire, pousse la mère souffrante au milieu des blessures de la haine et d'un ignoble désordre. Vous aimez la France pour vous, non pour elle, et un tel amour vous ressemble. Implicitement, donc, un tel texte établit une continuité entre l'ancienne loi et la nouvelle loi, entre les deux testaments, et fait du capitaine Dreyfus, le fils de la France Vierge Marie, un nouveau Christ. Ainsi, la judéité fait partie de la communauté française selon un schéma continu que viennent rompre les membres de la Ligue. Si je pousse très loin le raisonnement, évidemment, on voit ici l'engagement antisioniste, évidemment, de Suarez, qui ne conçoit en fait de judéité qu'intégrée à la communauté française. Le second point intéressant sur la question de la judéité et de l'antisémitisme, c'est que, au fond, Suarez parvient à montrer que la notion d'antisémitisme est un concept vide, reposant uniquement sur une démarche cynique. Troisième point, enfin, important et sur lequel j'aimerais terminer avant de tirer une rapide conclusion. Suarez, on vient de le voir, s'appuie sur une tradition française qui veut que la République soit le corps de la Révolution française. Il est évident que Suarez incarne ce corps de la Révolution française sacrifié. Mais Suarez va plus loin, en fait. En effet, le profond attachement de Suarez à la Révolution française signifie une foi profonde en l'humain, qu'on pourrait écrire ici avec une majuscule, qui est la valeur suprême. Son but est donc de montrer que le crime majeur commis contre Dreyfus et les Juifs réside dans le rejet de Dreyfus hors de la sphère de l'humanité. C'est cette position qui déterminera l'hostilité déclarée et affichée de Suarez au nazisme dans les années 30. Les membres de la Ligue s'attaquent aux valeurs les plus sacrées, le respect de la vie, le respect de la mort, le respect des besoins fondamentaux qui font l'humanité. Avec quel respect n'ont-ils pas traité le juif de nivillier, comme ils disent? Et quelles injures n'ont-ils pas prodiguées à ce mort? Qu'il fût le voleur qu'ils prétendent, que m'importe. Il ne était pas plus que n'est parjure leur héros de probité. Et mort, il n'était pas moins mort peut-être. Mais quoi? Ce n'est qu'un juif. On ne profane pas le cadavre d'un juif. On ne manque pas à ce fameux respect des tombes en souillant celle d'un juif. En y fouillant, on ne la viole pas. Est-ce qu'un juif meurt? Il fait mine seulement. S'il se tue, c'est pour rire et d'un rire de juif. S'il souffre, il fait semblant. Et d'abord, est-ce qu'un juif a le droit de souffrir? Ils ont là-bas, dans leur sauvage barbarie, un Jésus digne d'elle et digne d'eux. Celui-là n'est pas juif, comme le Sauveur mis en croix. Mais il est justement fait pour sauver ces barbares. Et quand il parle au peuple, il lui montre où est le salut, selon le nouvel évangile. À piller les maisons, à égorger les vieilles femmes, à jeter dans la mer les mendiants, à arracher la barbe aux vieillards, à priver les pauvres de leur pain. Mais est-ce que le poil d'un juif tient à sa chair? Est-ce qu'un juif a faim? Voilà le respect admirable que ces fourbes ont pour la vie et la mort d'autrui. Ces lettres de Suarez trouvent peu d'écho direct dans l'œuvre littéraire. Jamais, en fait, Suarez ne reviendra sur l'affaire Dreyfus dans la suite de son œuvre, et extrêmement peu dans les carnets, même les carnets qui sont, à l'heure actuelle, inédits. Suarez publie cependant, en 1906, un ouvrage, son premier ouvrage, en fait, intitulé « Voici l'homme ». Et il me semble que cet ouvrage, tel qu'il le résume à Romain Rolland, reprend bien tout ce que l'affaire Dreyfus a pu lui suggérer. Il présente ainsi son ouvrage, c'est l'homme de douleur, racheté, renouvelé par l'intelligence du monde. On y va du désespoir à une sorte de souveraineté sereine, mais toujours triste. J'aimerais cependant terminer sur un autre point. En effet,
André Suarez a recoupé ces lettres que j'ai très rapidement évoquées sous le titre « Lettres d'un solitaire sur les maux du temps ». Or, qui est ce solitaire dans ces lettres? C'est évidemment le capitaine Dreyfus lui-même. Suarez écrit de la prison de Dreyfus « Et qu'elle tombe plus solitaire que celle de la honte ». À propos donc de celui, je cite, qui meurt là-bas dans ses fers sous le poids d'une haine effroyable. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ces lettres se dessine la figure d'autres solitaires, Descartes, Spinoza et Galilée. C'est dire que Suarez identifie Dreyfus à la fois aux intellectuels persécutés et évidemment à lui-même. D'ailleurs, la correspondance avec Paul Claudel est révélatrice de cette posture de solitaire qu'il revendique, un solitaire persécuté aussi par les gens de lettres. Et parmi ces gens de lettres, on va retrouver évidemment, récurrent dans la correspondance avec Claudel, le nom de Lemaître et le nom de Barrès. En effet, on pourrait donc dire aussi que Suarez lit l'affaire Dreyfus comme une ligne de partage qui sépare les tenants d'une littérature institutionnalisée, soumise au courant du temps, aux classes sociales dominantes, soumises aussi au pouvoir, et le tenant solitaire d'une littérature pure, toute consacrée à l'art. Suarez écrit d'ailleurs à Claudel à propos de Voici l'homme, qui n'a reçu aucun écho. Nous ne devons pas abaisser le Dieu que nous servons, c'est piété et non pas orgueil. Merci.